Installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, et laissez-vous guider dans les coulisses d'une vie où la gloire a côtoyé la peine. Mireille Mathieu, cette icône de plus de 80 ans, rayonne comme une légende vivante. Pourtant, derrière les éclairs de flash et les triomphes sur scène, se cache une histoire tissée de blessures secrètes. Née dans une pauvreté crue à Avignon, affectueusement surnommée Bimimi, son enfance fut un ballet de sacrifices et de rêves contrariés. Imaginez, une famille de 14 enfants, serrés comme des sardines dans une maison où la survie quotidienne relevait du combat. Son père, Roger, taillait la pierre avec une fierté ancestrale. L'atelier familial, situé à côté du cimetière Saint-Véran, était un héritage de 4 générations de Mathieu, une tradition de sueur, de dignité et de résistance. Sa mère, Marcelle Sophie, ajoutait une autre couche à ce destin. Réfugiée de Dunkerque en 1944, elle portait dans son cœur les stigmates de la guerre. La rencontre de ces deux êtres, marquée par l'austérité et l'amour, a forgé un cocon où chaque enfant devait lutter pour exister. Mais dans ce chaos, le talent de Mireille jaillit comme un miracle. Dès l'âge de 4 ans, elle transformait les humbles murs de l'église en cathédrale sonore. Le soir de Noël 1950, lors d'une messe de minuit, sa voix cristalline émerveilla les paroissiens. Sa récompense ? Une simple sucette. Mais ce moment devint sacré, un signe du destin. Plus tard, en voyant Édith Piaf à la télévision, elle comprit que la musique pouvait être une échelle pour sortir de l'ombre. Pourtant, l'école fut un calvaire. Dyslexique, elle redoubla une classe, ses cahiers maculés de fautes. Ses enseignants, impitoyables, lui reprochaient ses distractions mélodiques et sa gaucherie, déviante. À l'époque, utiliser la main gauche était mal vu. On la forçait à écrire de la droite, sous les punitions. Mais regardez-la aujourd'hui sur scène. Ses gestes vifs trahissent encore cette main gauche rebelle, symbole silencieux d'un esprit indomptable. En 1954, la famille obtient un logement social à Montclar, un quartier d'Avignon. Un léger mieux, mais les dettes persistent. En 1961, il déménage à la Croix des Oiseaux, plus d'espace, mais toujours la même misère. À 14 ans, Mireille doit abandonner l'école. Elle rejoint une usine de confection à Montfavet, où le bruit des machines rythme ses journées. Mais son chant, lui, transcende les murs gris. Pendant les pauses, elle offre des airs d'opérette à ses collègues éblouis. Sa sœur Monique, devenue sa complice à l'atelier, partage ses trajets à vélo sous le Mistral, ces vents violents qui déchirent la Provence. Quand l'usine ferme, les deux sœurs se retrouvent animatrices dans un camp d'été. C'est là qu'une rencontre inattendue scelle son destin. Une vieille gitane, lors d'une séance de tarot, lui prédit une carrière fulgurante. « Tu verras Paris, les projecteurs, le monde entier t'applaudira », lui murmure-t-elle. Mais avant de traverser la suite de ce destin incroyable, n'oubliez pas, un pouce bleu, ça motive toujours. Partagez cette vidéo à ceux qui aiment les histoires de résilience, et abonnez-vous pour la suite. Imaginez-vous un instant, une jeune fille de 16 ans, les mains encore marquées par le travail à l'usine, qui monte sur une scène de province. Son secret ? Une prophétie familiale murmurant qu'elle côtoierait un jour des rois et des reines. Pour Mireille Mathieu, ce rêve semblait aussi lointain que les étoiles au-dessus d'Avignon. Mais chaque grande destinée commence par une étincelle, n'est-ce pas ? Ce qui frappait chez Mireille, c'était cette foi inébranlable qui l'habitait. Dans les coulisses des salles de concert comme dans l'atelier bruyant de l'usine, elle avait un rituel, le discret signe de croix avant chaque performance. Sainte Rita, la patronne des causes impossibles, veillait sur cet enfant qui avait quitté l'école à 13 ans. Sa grand-mère Germaine lui avait enseigné que cette sainte spéciale intervenait pour les défis qui semblaient insurmontables. Et il faut avouer que le parcours de Mireille en comptait son lot. La révélation arriva lors d'un concours de chant local baptisé « On chante dans mon quartier ». Imaginez la scène, une simple estrade éclairée par un projecteur vacillant, un piano d'occasion, et cette voix. Une voix qui, selon les témoins, portait la puissance d'un océan entier. Les juges restèrent bouche bée. À 16 ans seulement, cette petite ouvrière au timbre d'or se vit couronner la nouvelle Édith Piaf, le plus grand compliment qu'on pouvait faire à une chanteuse française dans les années 60. Le destin bascula lorsqu'un homme énigmatique entra dans sa vie. Johnny Stark, ce producteur surnommé l'Américain pour son style tapageur, signa avec elle un contrat qui allait tout changer. Comme le colonel Tom Parker avec Elvis,
Il voyait en Mireille un diamant brut à polir. Sous sa direction, elle quitta définitivement les machines à coudre pour les studios d'enregistrement. Mais la route vers la gloire n'était pas un long fleuve tranquille. Lorsqu'elle osa interpréter l'hymne à l'amour à 17 ans, on lui reprocha de chanter des textes trop matures. Son concurrent Michel Thor remporta la victoire cette fois. Qu'à cela ne tienne. Mireille persévéra, et en 1964, sa version de La vie en rose lui valut un sésame inestimable. Une audition pour l'émission télé Jeux de la chance à Paris. Pour la jeune Provençale qui n'avait jamais pris le train, Paris représentait la fin du monde. Les projecteurs de la capitale, les buildings immenses, les caméras inconnues. Tout contrastait avec les ruelles familières d'Avignon. Je ne savais pas ce que cette aventure allait me réserver, confiera-t-elle bien plus tard. Dans ce tourbillon, Stark l'aidait à façonner son image, passant de la simple imitatrice de Piaf à une artiste à part entière. Et ce n'est que le début d'une incroyable épopée. Mais chut! Pour découvrir la suite de son ascension vers les plus grandes scènes internationales, likez cette vidéo si l'histoire de Mireille Mathieu vous touche, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode de cette saga musicale, et partagez à vos amis amateurs de belles destinées. Imaginez-vous, une jeune fille d'Avignon qui se rêvait en Piaf renaissante, découvrant soudain qu'elle possède une voix unique au monde. C'est cette révélation que Johnny Stark, son mentor, lui offrit en lui disant « Stop les imitations, Mireille. Trouve ta propre couleur. » Un électrochoc pour cette perfectionniste qui avouera plus tard « J'étais tellement formaté pour copier mon idole que je pensais n'être capable de rien d'autre. » Mais quelle transformation! En quelques mois, la voilà qui enchaîne cette apparition coup sur coup dans l'émission Télémanche. À chaque fois, le même miracle. Les téléspectateurs tombent sous le charme de cette petite provinciale au timbre de cristal brisé. Et puis arrive le Graal, l'Olympia. Le 20 décembre 1964, elle signe son contrat sous les ors du célèbre music hall parisien. 2 jours plus tard, elle triomphe avec 3 chansons de Piaf, mais interprétées à sa manière, avec cette émotion brute qui lui colle à la peau. La presse est conquise et lui trouve un surnom poétique, la Piaf d'Avignon. Un hommage touchant, mais qui ne doit pas faire oublier sa singularité. Pendant 2 ans, c'est la tournée infernale à travers la France. Des salles combles, des heures de train, des nuits blanches. Mais quand Stark lui annonce qu'elle vient de franchir le 1 million de francs et qu'elle est enfin libérée de ses dettes, la fierté submerge Mireille. Premier geste de cette nouvelle femme d'affaires, acheter une voiture pour l'entreprise de son père, puis une maison spacieuse pour sa famille. Et cette anecdote délicieuse, elle fait installer un téléphone à domicile pour éviter à sa mère les trajets jusqu'à la pharmacie publique. Mais l'ascension ne s'arrête pas là. 1967, Londres, le Palladium, et la royauté anglaise dans le public. Sa version française de A Last Waltz, la dernière valse, devient un tube international. Cap sur l'Amérique. Ses apparitions dans le Ed Sullivan Show la propulsent sous les projecteurs de Broadway. Imaginez-la répétant avec Elvis Presley, partageant la scène de Las Vegas avec Sinatra et Dean Martin. Pourtant, ce rêve américain tourne au cauchemar. Février 1968, une route glacée, un accident violent. Fracture d'une vertèbre, 3 mois d'immobilisation forcée. Et ce message glaçant trouvé sur son pare-brise, « We will get you next time ». Mais Mireille relève la tête. Les années 70 la voient mûrir en artiste et entrepreneuse. Elle crée sa propre maison d'édition, Ablin Music, puis Ablin Disc, gérée par ses sœurs. Un pied de nez à l'industrie musicale. Malgré les procès, dont un à $1 million, et la mort de son mentor Johnny Stark, elle continue de conquérir le monde, Moscou, Pékin, et ses légendaires concerts au Palais des Congrès en 1986, où 100 000 spectateurs l'ont ovationnée. Aujourd'hui, son histoire résonne comme un hymne à la persévérance. Cette fille d'ouvrier qui chantait dans les usines d'Avignon est devenue une ambassadrice intemporelle de la chanson française. Et chaque note qu'elle entonne encore aujourd'hui porte en elle l'écho de son extraordinaire épopée. Si cette histoire vous a inspiré, faites-le savoir en likant cette vidéo, partagez-la à ceux qui aiment les destins hors du commun, et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos récits passionnants. Voici une version reformulée de la section. Début de section. Saviez-vous que derrière cette voix légendaire se cachait une femme d'une détermination sans faille? Mireille Mathieu, ce petit oiseau chantant sorti de la pauvreté avignonnaise, n'a jamais permis que son destin soit tracé d'avance.
Mais son parcours amoureux, lui, reste aussi mystérieux qu'une partition inachevée. Une véritable toile de passion secrète et de non-dits qui fascine encore aujourd'hui. Corps du texte. Imaginez, pendant que le monde entier s'extasiait devant sa voix cristalline, les tabloïds s'épuisaient à percer le secret de son cœur. Car Mireille cultivait l'art du silence avec autant de maîtrise que ses aigus légendaires. Jamais elle ne dévoila les détails intimes de ses relations, préférant laisser parler ses mélodies plutôt que les potins. Pourtant, un personnage clé a toujours alimenté les spéculations. Johnny Stark, cet Américain au tempérament de feu. Son manager, son mentor, son amant. Quand on la questionnait sur leur relation, la dame d'Avignon répondait par des énigmes poétiques. Johnny était mon ange gardien. Je chantais pour lui, il vivait pour moi. Un lien indéfinissable, tissé de respect mutuel et d'une tendresse quasi filiale, qui a transformé la jeune Provençale en icône mondiale. C'est lui qui a osé lui dire « Tu n'es pas Piaf », brisant net les comparaisons faciles. Ce visionnaire a façonné son image de A à Z. La coupe au carré iconique, cette petite chaîne autour du cou symbole de sa personnalité. Leur complicité dépassait largement le cadre professionnel, mais Mireille gardait jalousement ses secrets. Pourtant, d'autres amours ont fait vibrer son cœur tourmenté. En 1983, le monde retient son souffle. Elle est fiancée à un prince charmant qui promet monts et merveilles. Mais à 3 jours du mariage, coup de théâtre. La chanteuse annule tout, terrassée par l'idée de sacrifier sa carrière. Je ne pouvais trahir la musique, confiera-t-elle, préférant son art à la sécurité d'une vie rangée. 15 ans plus tard, nouvelle intrigue, Olivier Masson, ce styliste de génie qui habilla Wallis Simpson, entre dans sa vie. Leur duo fait sensation, lui, l'aristocrate au charme Hollywood, elle, la petite Française au sourire de velours. Les médias les voient déjà mariés. Mais encore une fois, les projets professionnels et les différences d'horizon auront raison de cette romance. Et comment ne pas évoquer les rumeurs qui l'ont lié à Alain Delon? Leurs regards électriques lors d'événements parisiens faisaient jaser tout Paris. Sans parler de ce baiser volé avec Patrick Duffy, la star de Dallas en 1992. À chaque fois, Mireille esquive les questions avec élégance, cultivant ce mystère qui fait partie de sa légende. Fin de section. Une histoire de cœur qui ressemble à l'une de ses chansons. Passionnée, intense et toujours envoûtante. Mais si vous voulez connaître la suite de cette incroyable destinée, restez avec nous. Likez, abonnez-vous et partagez pour découvrir les prochains chapitres de cette vie extraordinaire. Vous l'avez découverte sur scène, cette voix cristalline qui a conquis le monde, mais connaissez-vous les secrets de son cœur? Mireille Mathieu, cette icône de la chanson française, a toujours dansé entre les projecteurs de la gloire et l'ombre de ses mystères amoureux. Imaginez un peu, les années 1970, les médias se passionnent pour la moindre rumeur concernant la petite fiancée de l'Avignon. La presse de l'époque s'enflamme, spéculant sur ses relations, mais Mire, comme un sphinx moderne, cultive l'art du silence. Un sourire énigmatique ici, une confidence évasive là et le public, fasciné, se perd dans le labyrinthe de ses suppositions. Derrière cette aura mystérieuse se dressait une forteresse humaine. Dès ses débuts à Avignon, sa famille veille sur elle comme un trésor national. Sa tante, puis sa sœur Monique, filtrent chaque rencontre avec une vigilance de mère louve. Mais c'est une autre figure tutélaire qui va changer la donne. Johnny Stark, ce manager charismatique, devient à la fois son protecteur, son pygmalion et son compagnon d'âme. Leur complicité? Un mélange explosif de tendresse, d'exigence et de passion partagée pour l'art. Sous sa protection, Mireille se construit un cocon où l'amour reste un secret bien gardé, un jardin secret qu'elle arrose de ses réflexions. L'amour est le plus beau sentiment au monde. Mais pourquoi se marier? On peut aimer sans papier ni couronne. Une déclaration révolutionnaire à l'époque, où le mariage restait le Graal social absolu. Mais en 1989, le destin frappe un coup terrible. Johnny Stark, son pilier, son rocher, s'éteint brutalement lors d'une crise cardiaque. La perte est si violente que Mireille, dans son autobiographie, confie, le cœur déchiré, j'ai perdu ma moitié. Les mots sont simples, mais leur poids est immense. Ce n'était pas seulement un manager, ni un amant, mais un homme qui avait façonné son identité artistique et humaine. Aujourd'hui encore, dans le cimetière Saint-Véran d'Avignon, leur tombeau commun est un témoignage silencieux de leur union indélébile,
une pierre froide gravée d'une histoire brûlante. Et pourtant, après ce drame, la vie continue. Mireille, comme une étoile filante, traverse les décennies suivantes avec une grâce inébranlable. Des rumeurs d'amours éphémères, des rencontres qui auraient pu, mais l'artiste reste fidèle à son credo, la chanson d'abord. Sa musique, son public, son devoir, ces trois piliers l'empêchent de sombrer, même quand les projecteurs s'éteignent. Pourtant, dans des interviews récentes, elle souffle avec un espoir intact. La vie est belle, et l'amour la rend plus précieuse encore. Un message d'espoir pour celles et ceux qui, comme elle, portent des cicatrices invisibles. Alors, aujourd'hui, la question vous est posée. Pensez-vous que cette femme d'exception, cette amoureuse de l'amour, ait pu refermer la blessure laissée par Johnny Stark? Ou peut-être, entre ses concerts et ses souvenirs, l'icône d'Avignon a-t-elle secrètement retrouvé la flamme? La parole est à vous. Partagez vos théories, vos impressions et vos anecdotes en commentaire. Et si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir les secrets cachés des autres légendes de la musique.